Bienvenue bien sûr aux gens en ligne. On avait près de 100 inscrits, donc il y a beaucoup d'intérêt aussi du colloque pour les gens qui sont en ligne. Donc bienvenue à tous. On est vraiment content que vous soyez avec nous. Donc, je vous présente à l'instant pour le mot d'ouverture. En fait, moi, je suis Jason Fournier, coordonnateur d'activité à l'Institut DS. La plupart des gens vous connaissent. Aujourd'hui, je vais avoir un rôle demain, en fait, de maître de cérémonie, un peu aspect technique aussi. Donc, ça va me faire plaisir de vous accompagner au courant de ces deux journées-là. Sans plus tarder, je vous présente Emmanuelle Caro, qui va faire le mot d'ouverture. Elle est professeure titulaire à l'École des sciences de la réadaptation à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Elle est vice-rectrice adjointe aux affaires internationales, au développement durable et à l'équité, diversité et inclusion. Et nous avons la chance de l'avoir à la direction scientifique par intérim de l'Institut EDS. Vous savez que notre directeur, Stéphane Roche, est en période d'année d'études et de recherche. Il va revenir sous peu, mais Emmanuel nous accompagne avec plaisir et on est vraiment chanceux de l'avoir. Donc voilà, je lui laisse la parole sans plus tarder. Merci Jason, merci tout le monde, merci tout le monde en ligne. Là, je ne vous vois pas, mais il paraît qu'on a plusieurs inscriptions en ligne. Alors oui, en effet, je ne suis pas Stéphane Roche, mais ne vous inquiétez pas, il sera des nôtres, notamment demain. Peut-être qu'il est même en ligne, mais il sera là pour animer le panel. Donc, oui, alors très contente en fait, c'est un bel intérim. Des fois, on a des intérims moins chouettes que ça à la haute direction. Et là, vraiment, la direction par intérim de l'Institut EDS, je me sens en fait très choyée de côtoyer les chercheurs, les chercheuses, les étudiants, étudiantes de qualité qui travaillent sur des projets incroyables. Donc, le colloque d'aujourd'hui et de demain ne fait pas exception à ces belles activités. Donc, le thème proposé pour ces échanges cette année, face aux aléas politiques, gardons le cap de l'action climatique et de l'atteinte des ODD. J'aime beaucoup ce thème parce que ça nous invite à partager nos réflexions à la lumière des défis qu'amène le contexte actuel mondial, qui impose, en fait, qui amène vraiment une tension très importante, je dirais, sur l'exercice scientifique au sens large et à la diffusion de la recherche. Tout particulièrement les connaissances qui peuvent nous guider dans la lutte contre les changements climatiques et qui améliorent nos chances d'avancer vers l'atteinte des cibles des 17 objectifs de développement durable. Ils sont actuellement souvent ignorés, voire même défiés de manière frontale. C'est assez préoccupant. Et ce qui est triste, en fait, aussi, c'est qu'on on assiste aussi, en fait, publiquement à une profonde remise en question des fragiles consensus, en fait, scientifiques qui ont été élaborés au cours des 50 dernières années sur justement l'importance de construire un monde plus juste, plus équitable, plus durable et résilient. Dans une société contemporaine toujours plus polarisée, où grandit la méfiance envers la science, le dialogue fondé sur les connaissances scientifiques et les savoirs continus, de nous éclairer sur les causes, les conséquences des multiples crises auxquelles nous devons faire face. Et pour ça, vous tous ici et aussi ceux en ligne et tous ceux et celles qui travaillent quotidiennement, je veux juste vous lever mon chapeau. Ça peut parfois être difficile de garder l'optimisme et la motivation dans un contexte comme celui-ci. C'est important parce que la médiation scientifique, et ça, c'est une expertise des membres de l'Institut, ça permet de faire dialoguer donc des savoirs, de partager de manière constructive différents points de vue afin d'éclairer les débats publics. Il ne faut pas arrêter de le faire. Dans ce contexte, il devient donc crucial de mettre en place des solutions robustes, mais aussi acceptables. Dans ce contexte particulier, quand même, ce colloque est comme, en tout cas, moi je le vis un peu comme une bouffée d'air frais. Ça nous invite à réfléchir et à échanger sur ces défis-là, mais aussi sur les stratégies dont nous pouvons nous doter en tant que communauté académique scientifique afin de maintenir le cap sur l'action climatique. En réunissant les membres de l'Institut EDS pour présenter leurs recherches, ce colloque permettra d'engager un dialogue autour, d'une part, des approches mesures innovantes permettant de maintenir le cap sur la transition climatique, socio-écologique
et l'atteinte des ODD, mais aussi d'autre part de discuter des leviers à développer pour renforcer et reconstruire les liens nécessaires à l'action. L'Institut EDS joue plus que jamais un rôle de catalyseur, de carrefour interdisciplinaire pour renforcer le partage, l'approfondissement, l'appropriation des connaissances dans le domaine de l'environnement et du développement durable, de nature à générer des impacts tangibles. C'est vraiment la définition, en fait, d'un institut. Et dans un contexte comme celui-ci, où la confiance s'effrite, où dans les débats publics, on met en cause certains arguments ou certains consensus, c'est encore plus important de se réunir, de mobiliser nos réseaux et d'être bruyant, en fait, j'ai envie de dire. Alors, vraiment, l'Institut joue vraiment un rôle de premier plan ici. D'ailleurs, on le voit, hein, l'Institut, les membres, en fait, ont déployé de nombreux efforts afin d'enraciner un nouveau modèle d'affaires aussi. Hein, c'est toujours le nerf de la guerre dans un contexte économique difficile, plus largement aussi qui dépasse l'université. On est souvent pris à partie entre choisir entre la transition socio-écologique et l'économie, alors qu'il faut arrêter de réfléchir de cette manière-là. En fait, on est dans une transition systémique majeure et la transition socio-écologique devient une condition sine qua non. Donc, c'est important de trouver des manières de continuer à bien financer les activités et je tiens à féliciter toute l'équipe aussi de coordination de l'EDS, la direction scientifique, la direction adjointe, les membres aussi qui s'évertuent jour après jour de trouver justement ce nouveau modèle d'affaires, cette façon de continuer à financer les activités. Et ce nouveau modèle d'affaires-là se déploie en fait autour de l'expertise des membres. Donc, 3 pôles d'expertise, un en objectif de développement durable, le pôle d'expertise de données en action climatique et le pôle d'expertise en médiation scientifique. Alors, ce programme de 2 jours vous permettra et nous permettront de découvrir les travaux, les recherches des membres de l'Institut liés à l'un ou l'autre de ces 3 pôles d'expertise dans lesquels donc s'inscrit la mission de l'EDS. Nous assisterons aussi à ces 2 jours à une présentation, je pense tout de suite après une présentation succincte des travaux de l'Institut, une conférence aussi du professeur Tamini, donc de l'Université Laval. Je le remercie d'être ici avec nous, qui siège d'ailleurs sur le comité consultatif sur les changements climatiques du Québec, suivi d'un panel international intitulé Sciences politiques et actions locales. Cet après-midi, 2 panels thématiques et un atelier de jeux sérieux, au moins pour mettre un peu de beauté dans dans tout ce contexte qui peut parfois être difficile. Demain, café climatique, un espace interactif pour mobiliser les expertises des participants autour des différents pôles et les projets de l'Institut. Il y aura une séance de communication aussi autour du thème l'innovation pour l'action climatique. Le panel d'experts animé par le célèbre Stéphane Roche. Quelle réponse scientifique au désengagement politique? Ça va être vraiment très intéressant d'être exposé aux réflexions de nos experts. Et un après-midi pour expérimenter l'atelier ludique, mais aussi fort pédagogique de la fresque du climat. Alors, j'espère que cette programmation très riche et variée saura vous aider et nous aider à approfondir nos réflexions, mais aussi surtout à consolider nos liens de collaboration et à développer de nouvelles idées et de nouveaux échanges pour, bien sûr, renforcer cette action climatique. Alors, merci à toute l'équipe et merci à vous d'être ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, ça devait être Karen Bouchard, directrice adjointe de l'Institut DS, qui vous présente un petit peu les travaux de l'Institut. C'est quoi l'Institut? Elle s'excuse, elle ne peut être des nôtres ce matin. Elle prend soin d'elle. Elle s'est levée avec une petite fièvre, là, mais elle va nous revenir en force comme toujours. Donc, je vais vous présenter succinctement. Oups. Double rôle parfois, donc je change de chapeau, je reviens. Donc, l'Institut en EDS, Environnement, Développement et Société, bien sûr, est un carrefour scientifique interdisciplinaire qui a pour mission la collaboration, la diffusion et l'animation scientifique en lien avec le développement durable et les objectifs de développement durable.
Donc, on regroupe des membres provenant d'à peu près toutes les disciplines de l'Institut de l'Université Laval, à l'exception, je pense, de la faculté de musique, théologie, mais sinon, on couvre pas mal l'ensemble. L'Institut EDS, c'est près de 500 membres, maintenant plus de 100 membres réguliers, près de 300 membres étudiants, donc des membres collaborateurs aussi d'organisations externes qui ont des expertises. Donc, on est très fiers, puis on continue à enrichir le membership. Je vais vous présenter tout à l'heure là, comment faire pour devenir membre pour ceux qui ne le sont pas. Donc, on est vraiment centré, comme je le disais tout à l'heure, sur le développement durable et les ODD. Et comme le mentionnait Mme Caro tout à l'heure, on est en pleine mise en œuvre d'un nouvel modèle d'affaires où on a maintenant 3 pôles d'expertise, un sur l'action climatique, un sur les ODD et un sur la médiation scientifique, qui se trouve un peu être le cœur de notre offre de service à nos membres à travers l'animation d'activités scientifiques publiques, la diffusion d'événements, la mise en valeur, des appels à projets. On fait toutes sortes de choses, allez voir. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, là, c'est un organigramme. En fait, c'est une constellation qui est généralement présentée par Karen. Elle le fait mieux que moi, mais vous voyez que les 3 pôles d'expertise sont au centre de la mission de l'Institut, bien sûr, avec les 17 objectifs de développement durable. Vous voyez avec les ronds verts, c'est des projets qui sont initiés et coordonnés par l'Institut EDS. Donc, vous allez rencontrer plusieurs collègues au courant des 2 jours qui sont impliqués dans ces projets. Il y a le projet, par exemple, en haut, Réseau DD, qui est coordonné par Ashley, ici présente, qui est un réseau intersectoriel francophone pour les objectifs de développement durable. Ensuite, il y a le rendez-vous de l'action climatique qui va avoir lieu le 25 et 26 mai prochain, déjà la 3e édition. L'année dernière, il y avait 200 participants qui provenaient surtout de partout à l'Université Laval dans une perspective interdisciplinaire, mais aussi d'organisations externes autour des défis de l'action climatique. Le pôle d'expertise, j'en avais déjà parlé. Et ensuite, un autre projet qui est vraiment au centre de l'Institut EDS, le chantier d'avenir en action climatique. Sylvie qui coordonne tout l'aspect notamment partenarial du chantier. Donc, une maîtrise professionnelle qui forme les leaders de demain en action climatique. On a d'ailleurs des participants à la maîtrise, Raphaël notamment. Donc, voilà. Ensuite, le réseau UNICE, qui est notre coordonnateur là-bas, Christian, un réseau international francophone et anglophone à l'international. Donc, près de 2000 membres dans plein de pays, des universités partenaires. Donc, c'est un réseau vraiment très vibrant. Puis d'ailleurs, je tiens à souligner aujourd'hui et demain, lors du colloque, il y aura plusieurs membres de l'Institut du réseau UNICE, notamment le président et le vice-président du conseil de leadership qui vont faire des présentations. Donc, c'est vraiment le fun. On le fait un peu à chaque année, là. Il y a quelques membres du réseau UNICE qui présentent, mais cette année, on en a un petit peu plus, puis ça va être super intéressant. MEVQ 2, Mouvement Entreprise Verte Québec, on l'a mis comme en pointillé. Ce projet-là terminé en octobre dernier. C'est un projet d'accompagnement des entreprises vers la transition énergétique et l'économie verte. C'est un projet qui a eu un vif succès, qui a permis d'accompagner, de mobiliser plus de 115 entreprises et d'en accompagner concrètement à travers des cohortes de co-développement qu'on appelle les cercles d'expertise, 34 entreprises. Puis parmi ces 34 entreprises-là, 66 d'entre elles ont mis en œuvre des... Pardon? 66 Merci, effectivement. Donc, parmi les 34 entreprises, finalement, le 2/3 ont mis en place des mesures concrètes dans les mois qui ont suivi leur participation au cercle. Donc, on est très fiers et on travaille à une phase 2 avec des nouveaux partenaires. Donc, je pourrais vous en parler longtemps. J'ai eu la chance de coordonner ce projet-là. Dans les ronds bleus, je ne vais pas aller en détail, mais on a des projets des membres, en fait. Donc, on soutient à géométrie variable. Donc, un des projets que vous connaissez probablement, c'est le projet Urbi-GES. Donc, le projet de Stéphane Roche, justement, qui vise à notamment outiller les municipalités dans l'accompagnement de leurs citoyens dans le changement de comportement vers des comportements sobres en carbone. Donc, c'est un projet qui mobilise quelques membres de l'équipe à géométrie variable pour donner un soutien. Donc, on a les projets qui sont vraiment coordonnés vers et les bleus, comme je vous disais, à géométrie variable.
Après ça, je ne vais pas aller dans la présentation en détail de lui, mais ça donne une idée de toutes sortes de projets ponctuels qu'on fait. On coordonne la délégation de la COP sur les changements climatiques. À chaque année, l'Institut EDS, au nom de l'Université Laval, est reconnu comme étant une organisation observatrice de l'ONU. On fait des colloques, bien sûr, l'ACFAS, on fait des appels à projets. Donc, on est impliqué dans toutes sortes de projets connexes. Ceci étant dit, le colloque, c'est le colloque, c'est une occasion de rencontrer nos membres, mais ce n'est pas une obligation d'être membre pour y assister. Par contre, on vous invite vraiment à devenir membre de l'Institut DS, notamment si vous êtes étudiant de deuxième, troisième cycle. Ça se fait très facilement. C'est notamment par ma collègue aux communications et au membership, on pourrait dire, Élise Katrina. Vous pouvez prendre les informations là, sinon on va vous envoyer des courriels aussi à la suite du colloque. Voilà, donc ce serait un peu ça pour moi, pour cette petite présentation-là. Ben, en fait, bien sûr, j'ai oublié de dire pour le fait de devenir membre, il y a plein d'avantages liés, là. Donc, bien sûr, occasion de diffuser vos travaux. Par exemple, on fait des midi-causeries sur l'heure du midi, participer à des appels à projets ou à des projets de l'Institut. Tu sais, dans les projets que j'ai mentionnés tout à l'heure, par exemple, Mouvement Entreprise Verte Québec, on avait à un moment donné 5 étudiants qui travaillaient pour nous. Il y en a plusieurs qui vont présenter dans le cadre du colloque. Donc, c'est toutes sortes d'avantages là, de se greffer à l'Institut DS. On est vraiment heureux, en fait, de compter sur la présence pour la conférence d'ouverture de M. Lotta Davio-Tamini. Il est un membre depuis plusieurs années de l'Institut DS, qui a déjà siégé sur le comité directeur et scientifique de l'Institut, qui était occupé peut-être à d'autres implications au courant des dernières années, puis qui fait un retour un peu plus actif auprès de nous. Il a participé notamment à la délégation à la COP sur les changements climatiques. Il nous offrira la conférence d'ouverture. Donc, M. Tamini, il est professeur au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation. Il est directeur du Centre de recherche en économie de l'environnement, de l'agroalimentaire, des transports et de l'énergie. Je pense qu'on dit le CREAT. Et membre du comité consultatif sur les changements climatiques du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, comme le mentionnait Mme Caro tout à l'heure, depuis sa création en 2021. Il va nous faire un éclairage justement en lien avec les thématiques du colloque. Quel rôle de la science dans les crises qu'on voit actuellement. Puis il est aux premières loges là, sur le comité consultatif. Bonjour et merci de l'invitation et de m'accueillir en présence ou en ligne. J'ai Sébastien en face de moi, donc je vais ajouter que je suis membre de l'Institut des matériaux durables. Désolé pour le long titre. Donc, quand j'ai été contacté pour voir, donc dans le cadre du thème général du colloque, donc quel titre proposer. En fait, il y avait plusieurs éléments que je trouvais importants, en fait. Bon, je ne sais pas si ça se voit là. Donc, il y a le fait qu'il y a une accélération. Donc, du coup, ma présentation, je vais commencer par ça. Donc, le fait qu'on a une accélération du phénomène, je n'étais pas rendu là, et le pilotage politique qui s'affaiblit alors qu'on a un besoin d'action. Donc, ça aussi, ça me paraissait important. Donc, je vais en discuter, présenter rapidement, même si c'est des choses qu'on suit dans l'actualité et dans les données. Et en fait, finalement, comment le conseil scientifique, mais là, je l'ai pris aujourd'hui comme institution, peut contribuer. Donc, je regarde plus comme institution qui a été mise en place ici, mais également dans d'autres juridictions, comment ça peut contribuer à maintenir l'action climatique. Demain, pendant le panel, puisque j'ai la chance d'assister au panel aussi, donc là, ça sera un peu plus ma participation comme scientifique, donc à la fois dans le cadre d'institutions qui sont en place ou pas, puisqu'on n'intervient pas seulement via des organisations, des institutions qui sont mises en place. Donc là, je regarde vraiment la question sur le plan comment un conseil consultatif, donc comme dans le cas du Québec, en France, en Grande-Bretagne ou même en Union européenne peut avoir un impact sur l'orientation des décisions ou pas. Donc, en gros, donc je reprends des informations sur le fait que ça s'accélère vraiment.
Donc là, c'est la température moyenne donc de la surface de la Terre par rapport donc à 1850-1900. Et l'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée. Et pour 2025, selon les modèles, c'est soit la deuxième, soit la troisième année la plus chaude. Donc, on a vraiment une accélération. Et c'est certain qu'en 2025, on avait dépassé cette fameuse barre de 1,5 degrés, donc par rapport à l'ère pré-industrielle. Là, on est un peu, en 2024, on l'avait dépassé. Là, on est un peu redescendu en dessous. J'ai tracé une droite de tendance linéaire sans avoir une mesure claire. Donc, je ne sais pas si on va retourner à ce fameux pic ou si finalement, ma droite de tendance qui fait qu'on va le dépasser dans tous les cas, celle qui ne fonctionne pas. Donc, bref, ça s'accélère. Et la plupart des indicateurs qui sont publiés par l'Office mondial de la météorologie montrent qu'on a une accélération du phénomène. Donc, et en plus donc de cette accélération donc au niveau des températures, de cette augmentation, on a vraiment des événements extrêmes plus fréquents, donc ça aussi c'est bien connu, mais également des effets graduels à long terme. Et le problème de ces effets graduels à long terme ou de cette fréquence et intensité plus importante des événements extrêmes, c'est qu'on se retrouve de plus en plus avec des effets de non-retour. Donc, si à la limite on montait, ensuite on pouvait redescendre à un certain moment pour certains de nos indicateurs, on aurait pu régler en continuant beaucoup d'actions un certain nombre de problèmes, mais on a vraiment des effets de non-retour qui se mettent en place du fait de l'accélération donc, de ces phénomènes climatiques. Et donc là, je présente le dernier indicateur donc des points de bascule, donc au niveau de la planète en fait, et donc qui est produit par l'Université de Stockholm. Donc en 2025, donc sur les 9 points, donc on avait basculé, on était rentré dans la zone hors de la zone verte pour 7 de ces indicateurs en fait de bonne santé de la planète Terre. Donc, on bascule vraiment, en fait, on dépasse de plus en plus nos points de bascule. Et c'est ce que je montre dans celle-là, où finalement, en tout cas, ça nous prend actuellement 2 ans à peu près pour basculer. Donc, on a une accélération globale, en fait, de l'impact que nous avons donc, au niveau de la Terre. Donc, nos points de bascule, donc on a 7 qui sont sur lesquels on a basculé, sur les 9 qui constituaient finalement nos indicateurs de bonne santé de la Terre pour 2025. Et donc, à nouveau, on accélère le phénomène. Donc, sur 2 ans, on a à nouveau basculé et on n'en a que finalement 2 qui, pour le moment, résistent en fait en termes de dépassement donc, des limites donc, pour ces éléments-là au niveau de la Terre. Donc, on a une accélération et en passant plusieurs de ces points de bascule, finalement, on tombe dans cette irréversibilité et cet effet à long terme de modification, finalement, de l'environnement dans lequel nous vivons. Et ces effets sont multiformes. Là, je montre une figure un peu de l'augmentation donc de la température moyenne de la Terre, donc le premier graphique que j'avais donné, et comment ça impacte nos EDD avec des effets qui peuvent être directs ou des effets en cascade. Et quand on regarde les différents éléments dessus, on voit que c'est à la fois pour des aspects physiques, mais également pour humains ou l'organisation finalement de notre mode de vie, donc notre capacité à livrer des services, notre bâti et tout. Donc, on a des impacts multiformes, en fait, et qui sont en cascade, et donc là, on prend le cas de la température, mais si on regarde le dernier rapport, justement, de l'Office mondial de la météorologie, de l'Organisation mondiale de la météorologie, pour chacun des indicateurs qu'ils vont regarder, et qu'on avait aussi dans nos points de bascule, on voit comment ça impacte chacun de nos E2D, en fait. Donc, il y a un lien clair avec ce qu'on fait de notre Terre et finalement l'atteinte ou pas de nos objectifs de développement durable. Là, je présente un exemple d'effet en cascade dans le secteur agricole, donc dans lequel je travaille. Donc, nos chaleurs extrêmes et nos sécheresses, on a des effets directs donc, sur
la capacité de travail réduite du producteur agricole, mais également effet direct sur finalement son outil, l'outil par lequel il gagne des revenus, l'outil par lequel il vit, donc sa production agricole, ses rendements. Et on voit tous les effets cascades qui viennent après, qui, dans certains cas, seront limités au niveau du producteur ou de la productrice agricole. Mais après, on voit que très vite, on a des effets qui vont passer au niveau de la société, où la société va se mettre finalement, donc c'est parti d'un individu, d'une entreprise, d'une exploitation, et finalement, on se retrouve avec des effets cascades pour l'ensemble de la société. Donc, on retrouve bien nos effets directs des événements et tendances et des effets indirects de ces événements et tendances également sur la question climatique. Donc, on a de l'accélération, de l'irréversibilité avec une multiplication des effets qui s'imbriquent de plus en plus. Et là, cette figure donc montre un peu le problème d'inéquité intergénérationnelle qui se pose si on ne fait rien. Donc, entre des générations qui sont nées là versus des générations qui sont en train de naître et qui pourraient, selon nos scénarios, donc vivre dans un environnement de plus en plus difficile. Donc, ça, c'est la partie intergénérationnelle, mais on s'entend aussi pour dire que même dans l'intragénérationnel, ne rien faire va poser des problèmes d'équité. Donc, on aura des iniquités pour la santé, nos modes de vie, l'accès à un certain nombre de services, du fait finalement de ne rien faire sur cette question. Donc, la question d'équité est posée, à la fois dans l'intergénérationnel et dans l'intragénérationnel, et toutes les études montrent bien que c'est les plus vulnérables, en fait, qui vont souffrir, par exemple, de la question climatique, des changements climatiques, parce que ce sont eux qui ont moins la capacité de s'adapter, à la fois à l'intérieur des sociétés riches, mais également en pays. Les plus vulnérables, par exemple, ce sont les pays qui ont moins de capacité de s'adapter. Donc, finalement, on a également un problème d'iniquité qui va se poser si on ne fait rien. D'où la nécessaire action climatique qui donc s'appuie sur ces deux piliers, donc l'atténuation, donc les actions visant à réduire les émissions à l'origine des changements climatiques, mais l'adaptation, puisque c'est là, donc la question climatique est bien présente, les effets du changement climatique sont visibles, donc il faut également s'adapter. Donc les deux éléments vont constituer finalement le pilier de l'action climatique. Donc, l'adaptation de l'action visant à gérer les risques liés aux impacts des changements climatiques. Et on a le cercle du milieu où on a un overlapping, désolé du terme, finalement, de mon atténuation et de l'adaptation. Donc, moi, ici, dans le secteur agricole, la plupart de nos pratiques qui permettent l'atténuation des effets permettent également de l'adaptation. Donc, on en a beaucoup qui sont donc dans la partie médiane, où on fait à la fois de l'atténuation et de l'adaptation. Donc, on a une nécessaire action climatique. Donc, c'est vrai pour le Québec, c'est vrai dans l'ensemble des secteurs et c'est vrai dans la plupart des pays. Et donc, après, je vais en parler. Du coup, étant donné qu'on a les deux effets, donc au niveau du comité consultatif changement climatique, initialement, ça a été défini pour travailler sur la question de l'adaptation, pardon, de l'atténuation. Et à l'intérieur du comité, on a finalement mis en place un sous-comité adaptation qui s'assure que pour chacune de nos prescriptions, donc en termes d'action pour l'atténuation des effets de changement climatique, on ait une portion également de l'adaptation. Donc, pour être cohérent avec le fait qu'on est rendu au point où on a une nécessité donc, des deux types d'actions, donc lorsqu'on parle de l'action climatique. Et plus on tarde, plus ça sera difficile, à la fois pour l'atténuation et l'adaptation. Donc actuellement, les scénarios, je dirais que j'utilise ici le plan professionnel, c'est SSP2 ou le 3. On a des scénarios extrêmes, pour le moment on les considère comme extrêmes, qui sont le 4 ou le 5.
La tendance, c'est ça, on pense qu'on est quelque part entre le 2 et le 3 comme scénario. Dans tous les cas, si on laisse faire, ça sera encore plus compliqué pour l'atténuation et pour l'adaptation. Donc, ne pas avoir d'action climatique n'est pas une option. Et donc, cette fameuse nécessaire action climatique, cette figure donc, qui vient d'un rapport du GIEC, donc en gros, où je la trouve intéressante, c'est qu'elle montre que on a raté nos opportunités donc d'un développement résilient au climat. Donc ça, c'est le fameux graphique en pointillé du haut. Donc c'est intéressant en montrant les opportunités ratées. Et avec optimisme, en fait, une tangente, si on respectait ce qui était décidé par l'accord de Paris, qui pourrait nous amener quand même vers un développement qui permettrait finalement une atteinte de nos fameux indicateurs de développement durable. Donc, si on était dans cette tangente donc, de l'accord de Paris. Actuellement, on s'entend pour dire qu'il y a peu de chances que ce soit atteint par les actions qui étaient déjà mises en place et par les reculs sur lesquels je vais revenir qu'on court actuellement. Donc, on est en train de perdre des opportunités qui pourraient être associées finalement à limiter la température en dessous de 1,5, donc décidé par l'accord de Paris, qui nous permettrait quand même de progresser vers donc, nos ODD. Donc, on se retrouverait peut-être dans une des zones en jaune là, où à la limite, on aurait une trajectoire, si on ne rate pas nos prochaines opportunités, mettons la carboneutralité, on pourrait avoir une trajectoire qui nous amènerait vers nos EDD. Mais plus on ne fait rien, plus concrètement on se complique la vie, je dirais. On va se détacher de plus en plus donc de nos objectifs de développement durable. Donc, c'est à nouveau, c'est pas une option de ne rien faire. Peut-être que je parle dans mon chapeau, mais bon, c'est pas une option de ne rien faire et pour éviter donc de se retrouver là. Et l'autre élément aussi que j'aimerais bien souligner de cette figure, c'est le fait que finalement, l'ensemble des acteurs est concerné par l'action. Donc, on a le gouvernement, on a la société civile, mais on a le secteur privé. Donc, l'ensemble des acteurs est concerné par donc, ce qu'il faut faire en termes d'action donc, pour nous permettre d'abord de ne pas perdre chacune de nos opportunités qui sont là, et donc d'aller vers nos objectifs d'atteinte des ODD. Donc, il y a une nécessaire action climatique si nous sommes toujours dans cette logique donc d'atteinte de nos ODD. Mais on a un désalignement politique. Donc, c'est vraiment le cœur même donc de ce colloque annuel, c'est qu'on a un désalignement politique. Là, je mets seulement quelques citations. Là, j'ai pris le Canada, donc j'ai pris le Québec, donc avec repousser l'objectif donc de réduire les GES de 37,5. Ceux qui ont suivi l'actualité, il y a à peu près 80% de ceux qui ont déposé des mémoires qui ont considéré que ce n'était pas une option, mais le choix a été fait de repousser. Donc, du coup, le 20% ou moins a été plus impactant dans la décision de repousser que le 80% qui disaient qu'il ne fallait pas repousser et il fallait au contraire aller plus loin. Donc, au niveau du comité consultatif, nous avons été les premiers à passer à la commission et à discuter donc avec le ministre qui a essayé de nous opposer en permanence le fait que l'action climatique et l'économie s'opposaient. Donc, on a eu beau lui expliquer que ça ne fonctionnait pas. Ça a été en permanence ce qui nous a été opposé et qui a mené à ça. Et je vais revenir là-dessus tout à l'heure sur les conditions qui font qu'un conseil consultatif est crédible. Pendant la journée, on a été taxé de citoyens engagés. Donc,
alors que nous sommes une structure qui a été mise en place par le gouvernement pour conseiller sur l'action climatique. Et le ministre responsable donc de la coordination de l'action climatique et du comité traitait son comité de citoyens engagés. Donc, on a vraiment un désalignement politique et je ne reviens pas sur également à l'échelle du Canada où on pense faire de l'atténuation en finançant des énergies fossiles qu'on sait que ça ne marche pas. Et également, on a eu des prix fossiles, par exemple, à la COP parce qu'on freinait dans les négociations. Donc, au niveau Québec-Canada, on a bien un désalignement politique entre la nécessaire action et les décisions qu'on prend. Sauf qu'effectivement, ce n'est pas seulement au Québec. Là, je prends l'exemple de l'UE, en fait, qui est revenu sur la question des voitures thermiques, sous la grosse pression de l'Allemagne, en fait. Et il fallait négocier entre différents pays. Donc, ils ont fait un recul, mais ils ont maintenu globalement leur cible de carboneutralité. Donc, ça, au moins, ils ne sont pas revenus là-dessus. Par contre, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de s'ajuster à la réalité industrielle de certains pays. Et la Suède aussi, qui a atteint des niveaux records, a modifié un peu sa réglementation. Donc, ils ont modifié leur réglementation sur le diesel et donc ça aboutit à ça. Donc, on a plusieurs exemples comme ça, en fait, qui montrent qu'il y a du désalignement, mais en même temps, on a certaines économies où ce n'est pas le cas. On sait qu'il y a des investissements massifs en énergie renouvelable en Chine. On sait que les pays d'Europe du Nord, la société civile est plus active pour maintenir la carboneutralité. Et même, on a de plus en plus un engagement, je vais dire, juridique pour obliger les gouvernements à prendre des décisions. Donc, vu de ces exemples, on a ce désalignement. Je ne montre que des désalignements, mais il y a des pays où l'alignement continue sur la nécessaire action climatique. Donc, sans être un spécialiste de sciences politiques, j'ai essayé de voir un peu ce qui pourrait l'expliquer. Donc, on a un cycle électoral court. On le voit actuellement avec la campagne électorale dans certains partis. C'est là qu'on se retrouve à avoir des propositions, en fait, qui n'ont rien à voir avec ce que la science dit. Donc, nos cycles électoraux courts, avec le fait qu'on se retrouve en permanence comme décideurs politiques à offrir finalement un panier d'options de politique désirables. Donc, ça fait que finalement, on peut se retrouver à avoir ce désalignement politique. Ça amène de l'instabilité, donc il le fait également. L'exemple frappant, c'est comment on est passé d'une tendance, au moins on pensait qu'on s'alignait aux États-Unis, à une tendance où on enlève tout ce qui est question climatique. On l'a aussi au Chili actuellement, avec le nouveau président qui a été élu, qui a commencé à réduire finalement toutes les mesures réglementaires qui encadraient donc l'économie. La contrainte des coûts immédiats, donc là, je l'ai laissé avec les arbitrages socio-économiques. Pour immédiat, on pourrait dire que ça pourrait fonctionner parce qu'il y a un coût. Il y a un coût pour aller dans l'action. Mais toutes les études montrent quand même que sur le moyen et long terme, le coût, donc si on sortait du coût immédiat, donc le coût à moyen et long terme, en fait, il n'est pas présent parce que c'est plus un bénéfice d'investir dans l'atténuation et l'adaptation qu'un coût. Et la fragmentation institutionnelle. On a essayé de régler ça au niveau du Québec en confiant donc l'action environnementale au ministère de l'Environnement. Et ça a été vraiment mis en place seulement il y a 6 ans. Auparavant, et même après ça a été ça, c'était le ministre le plus fort qui décidait. Je vais dire ça comme ça. Donc, ça veut dire qu'on n'avait même pas une coordination de l'action gouvernementale sur la question de l'action climatique. Donc, ça a été mis en place, mais on voit très vite aussi que selon le statut, je dirais, de celui qui détient le portefeuille, cette action gouvernementale pour l'action climatique
peut être plus ou moins faible ou plus ou moins fort, et on se retrouverait donc dans une question de fragmentation où on a des décisions qui sont prises qui n'ont rien à voir finalement avec une cohérence globale donc de l'action climatique. Donc, ça fait que finalement, on peut se retrouver dans une sous-ambition ou dans une déconnexion totale. On peut être conscient, mais on se déconnecte finalement de ce que la science nous dit, ou on a des sous-ambitions sur ce qui est de l'action climatique. Et du coup, lorsque on est interventionniste écologique, donc je le mets là, et qu'on a cette forte pression, le problème que ça amène, c'est que ça peut amener également des yo-yo, je vais dire ça comme ça, où on passe, et c'est ce que, par exemple, les États-Unis, en gros, c'est ça, c'est un vrai yo-yo. On espère que dans 3 ans, on aura à nouveau une action climatique, mais après, qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc, on a des yo-yo. Donc, il faut maintenir cette action climatique. Quel peut être le rôle finalement d'un conseil scientifique? Donc, c'est de réduire ce désalignement. Donc, on doit vraiment travailler à la réduction du désalignement entre la science et qui est claire sur le fait qu'on ne peut pas aller dans le mur dans lequel on va, et finalement les décisions qui sont prises. Et donc, vulgariser, alerter, le pont entre les experts et les décideurs. Là également, donc, je prends nos pratiques au niveau du comité consultatif. Donc, nous sommes 13 membres. Nous sommes 13 membres. Donc, il est évident que, même si on couvrait toutes les disciplines, c'est pas 13 personnes qui décident donc scientifiquement. Donc, la pratique que nous avons, c'est que lorsqu'on travaille sur un dossier donné, un sujet donné, on commence par identifier les experts, donc enseignants, chercheurs, praticiens de haut niveau, qui peuvent nous accompagner dans nos réflexions, donc pour construire nos avis. Donc, notre rôle, finalement, c'est de nous assurer justement que on respecte la science dans ce que nous rédigeons, et cela nous explique finalement de consulter chaque fois donc les experts et décideurs avant de produire nos avis qui vont vers le gouvernement. Et je vais revenir là-dessus, ce qui nous donne une certaine légitimité parce que même si on est dans la tour d'ivoire de chercheurs, au moins on sort de la tour d'ivoire de nos 13 membres en allant vers les autres personnes. Donc, dans notre fonctionnement, et c'est le cas également des autres comités, cela est fondamental en fait parce que ça crédibilise le comité sur les décisions que le comité prend. Donc, en mobilité, on le fait, en bâtiment, on l'a fait. Donc, on le fait régulièrement. Et vraiment, l'idée, c'est de nous assurer que, basé sur la science, reste valide et en nous donnant une crédibilité, je reviens là-dessus. Donc, on fait comme forcer un réalignement. En tout cas, on tente. On fait comme tenter de forcer un réalignement entre la science et finalement les décisions qui sont prises par les gouvernements. Et donc, ici j'ai mis quelques éléments sur lesquels les comités, donc en regardant ce qui se faisait donc en France, en Grande-Bretagne, l'Union européenne, c'est essentiellement ce que j'ai regardé. Donc, il faut rester dans l'ambition. Donc, il faut vraiment qu'on reste dans l'ambition, qu'on continue à l'encourager. Suivre les progrès, non, on ne le fait pas. Ce n'est pas dans le mandat du comité consultatif sur les changements climatiques. C'est dans le mandat en France et c'est le mandat en Grande-Bretagne. Donc, chaque année, il faut un rapport, finalement, de l'action gouvernementale en identifiant les points de manquement, les points d'incohérence de l'action gouvernementale, et ce rapport a une version publique comme une version privée. Pardon, ouais, une version au gouvernement. Donc, il y a le suivi des progrès de l'action gouvernementale qui font partie du rôle de certains des conseils qui sont en place actuellement. Donc, suivi des progrès et également évaluer les politiques. Donc, c'est vraiment ensemble. Et ils le font chaque année. Statutairement, ils ont cette obligation de le faire chaque année. Donc, alerter sur les dérives, vulgariser l'urgence, défendre la science,
Donc, nous, on travaille assez sur, on essaye sur alerter. Donc, de manière plus récente, donc il y a à peu près 2 ans, nous avons maintenant une ressource qui est chargée finalement de nous assurer que, tout en maintenant notre indépendance et en ne faisant pas de politique, nous puissions attirer l'attention sur le fait qu'il y a certaines mesures qui ne sont pas bonnes, ce qu'on ne faisait pas auparavant. On n'a jamais embarqué dans la discussion sur le troisième lien parce qu'on considérait qu'on sortait de notre mandat. En, en refaisant notre structure de fonctionnement, maintenant, nous donnons la liberté et les moyens, parce qu'on considère que c'est ce que la science dit, de réagir vite pour marquer notre inquiétude, je ne vais pas dire notre désaccord, notre inquiétude quand certaines mesures sont prises. Donc, on essaye d'alerter donc sur le fait qu'il y a certaines de nos décisions qui sont moins bien prises. On essaye de vulgariser le fait que ça continue et effectivement, on essaye de défendre la science. Je reviens là-dessus en termes de qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou pas. J'ai vérifié. Okay. Donc, alimenter la décision par des preuves solides et ça nous permettrait finalement en tout cas, d'espérer faire du réalignement entre donc la partie du conseil scientifique basée en gros sur la science et finalement les décisions politiques. Donc, si j'y avais pensé, j'aurais enlevé ça donc de cette figure pour montrer que finalement, en étant efficace comme conseil scientifique, on a réussi à réaligner les choses. Ou peut-être que je ne suis pas totalement naïf, que je sais que ça n'arrivera pas totalement, mais bon, bref. Un conseil scientifique efficace, donc, permettrait de contribuer au moins au réalignement, en fait, entre l'action gouvernementale, les décisions qui sont prises et finalement la science. Et du coup, donc ça passe par finalement des conditions d'efficacité, des limites. Donc, si je pense aux conditions, aux limites, le manque d'influence politique. Et manque d'influence politique, contrainte institutionnelle, impact médiatique. Si je reste sur les 3 premiers, et je vais prendre notre expérience au niveau du comité consultatif. Donc, à nouveau, lorsque nous avons été créés il y a 5 ans maintenant, les 3 premières années, nous avons pensé qu'il suffisait qu'on produise des avis et que nos avis diffuseraient et impacteraient les décisions. Donc, la naïveté de chercheurs. Et on s'est vite rendu compte lorsqu'on passait, parce que donc certains d'entre nous sont à leur 2e mandat, dont moi, on s'est rendu compte qu'on devait repenser nos choses et finalement, nous avons fait appel à l'ENAP qui nous a fait travailler à la fois sur notre organisation interne au niveau du comité 1, mais 2 également, comment on devait interagir auprès du gouvernement avec notre particularité, c'est qu'on a une bibite du gouvernement, mais on est indépendant. Donc, ça fait une relation particulière qu'on est obligé de tisser avec le gouvernement. Donc, ils nous ont fait réfléchir là-dessus, mais également, ils nous ont amené à réfléchir sur comment on interagit avec le reste de la société. Donc, les organisations de la société civile, les citoyens, etc., comment on réagit. Et c'est après avoir fait ça que nous avons modifié notre structure pour avoir une stratégie spécifique à l'intention du gouvernement pour nous assurer d'augmenter notre influence politique et de travailler également sur les contraintes institutionnelles qui nous concernaient, parce qu'en augmentant notre influence politique, nous sommes comme donné les moyens d'avoir des ressources additionnelles. Donc, c'est là que nous sommes allés chercher des spécialistes sur justement toutes nos interactions avec la société pour travailler là-dessus et d'augmenter notre impact médiatique. Donc, nous avons maintenant la capacité de faire des revues de presse que à la fin de la matinée, on a une petite synthèse de ce qui se passe, éventuellement si on doit réagir, etc., etc. Donc,
nous sommes partis d'un comité nouveau naïf vers un comité qui a essayé de se restructurer pour finalement avoir un peu plus d'impact lorsqu'il produit ses avis. Nous avions rencontré des comités plus anciens quand on s'était formé pour discuter justement comment on est efficace lorsqu'on est un comité scientifique. Ce n'était pas suffisamment transparu, je crois, oui, c'est bien conjugué, peut-être parce qu'ils avaient une légitimité qui était supérieure à la nôtre à la création. Donc, sur le plan politique, nous avons été créés à 5 ans. Donc, ceux qui s'intéressent à la politique ici, c'était pas un gouvernement à l'époque qu'on pensait qu'il avait des ambitions sur l'action climatique. Donc, c'est progressivement que ça a glissé. Donc, peut-être ces comités dans les autres juridictions avaient une légitimité à leur création que nous n'avions pas. Sauf que nous n'avions pas pensé finalement à cela. Et éviter cette contestation des expertises. Donc, je viens d'évoquer celle de notre ministère de tutelle tout à l'heure, mais on s'entend pour dire que ça peut être général dans la société, en fait, où la question d'expertise est posée. Et à côté de ça, on a les conditions d'efficacité, indépendance et crédibilité. Nous sommes au moins jaloux de cela, puisque par définition, nous sommes indépendants. Majoritairement, nous sommes des enseignants et chercheurs, donc nous évoluons déjà dans un contexte dans lequel l'indépendance est fondamentale. Donc, du coup, cette indépendance, nous sommes jaloux de cela, donc au niveau des comités, et il faut le garder. Et la crédibilité. Et cette crédibilité, je vais aller plus loin avant de revenir aux autres aspects, cette crédibilité, en fait, elle nous vient, de la manière dont nous travaillons en interne, donc le fait d'aller chercher nos collègues qui sont spécialistes de ces questions, mais lorsque nous pensons à ce qui fait notre crédibilité, nous appuyer sur les travaux qui sont faits à l'échelle des autres pays, des autres juridictions, renforce également notre crédibilité. Notre regard sur la question de l'action climatique au Québec n'est pas myope sur ce qui se fait ailleurs. Donc, la crédibilité nous vient également finalement du fait que en permanence, nous essayons de communiquer avec nos collègues scientifiques en interne, mais également en externe. Et en communiquant en interne avec nos collègues scientifiques qui sont impliqués dans ces questions, il est évident qu'eux aussi, ils ont leur réseau. Demain, Géraud sera là, qui lui aussi, il est dans l'action climatique en international, donc ancré donc dans ces réseaux internationaux. Donc, ça va contribuer à nous donner finalement de la crédibilité, donc ce mode de fonctionnement qui n'est pas en silo, donc au niveau du conseil scientifique. L'accès aux décideurs, donc qui vient avec le fait qu'on essaye d'améliorer l'influence que nous avons. Et dans cette amélioration d'influence politique, donc il y a eu des sessions de formation des parlementaires. Là, on est en train de mettre en place des sessions, je dis formation, mais c'est vraiment de sensibilisation à la nécessité de l'action climatique. Là, la haute fonction publique québécoise. Donc, nous allons former la haute fonction publique québécoise sur atténuation et adaptation. Donc, pour essayer de, finalement, en même temps qu'on augmente l'accès à la partie politique, on augmentera aussi l'accès donc au niveau des fonctionnaires. Transparence et rigueur, donc qui vient avec le fait que nous consultons, et finalement dialogue avec la société, donc qui est importante et qu'on a essayé justement de mettre en place après avoir évalué notre action après 3 ans. Et ce dialogue avec la société est important parce que dans les cercles que j'avais montré tout à l'heure, on avait bien le gouvernement, mais tous les pans de la société étaient présents. Donc, au niveau du comité, nous avons 2 personnes qui représentent la partie non recherche, la partie non enseignement. Donc, tout ça fait que, donc, on pourrait penser que, plutôt que d'avoir une balance qui pèse vers nos limites et la partie rouge, donc entre nos expériences,
nos organisations et comment on évolue, la balance pèse vers la partie verte. Donc ça, c'est la partie institutionnelle, je dirais, des comités que j'ai choisi de traiter aujourd'hui. Merci. Donc, vous m'entendez? Merci beaucoup, M. Tamini. Donc, on a un bon, je dirais, 10-15 minutes pour questions, échanges avec vous. Pour les gens en présence, bien sûr, peut-être que, Élise Catherine, si tu veux peut-être circuler avec le micro. Vous avez juste à faire signe à ma collègue si vous voulez prendre parole. Pour les gens en ligne, en fonction du temps disponible, on pourra essayer d'y répondre. On vous inviterait plutôt par écrit d'identifier dans l'outil conversation. Donc, voilà, ça vous convient bien. Oui, bien sûr. Oui, bonjour, M. Tamini. Sébastien Cotinet, je suis directeur des politiques au sein du regroupement des organismes de bassin versant du Québec. Votre présentation est super intéressante, surtout quand vous arrivez dans la partie politique. Moi, je voulais voir, parce que vous avez travaillé à réfléchir là-dessus, vous parlez d'indépendance. Comment vous avez travaillé vos réflexions autour de l'indépendance du chercheur face à son financement, qui est souvent un financement gouvernemental, et donc il y a des fois un jeu de chantage sur le choix des sujets de recherche? OK. Bon, il y a deux, je dirais, il y a deux aspects. Donc, au niveau du comité, c'est un avantage et un inconvénient, c'est que c'est bénévole. Donc, l'inconvénient, c'est que c'est bénévole et puis j'ai la chance d'avoir une adjointe à la vice-rectrice. Ça ne rentre pas dans ma tâche de travail. Donc, c'est du temps additionnel que je prends pour me consacrer finalement à cela. Donc, ça nous garantit au moins au niveau du conseil du comité consultatif changement climatique de l'indépendance parce qu'on est bénévole. Donc, tout ce en fait, du coup, on a quelques collègues que ça arrangeait pas, qui ont quitté le comité. La manière dont on communiquait, on en a 3 qui ont démissionné en pleine route parce qu'ils trouvaient que finalement on n'était pas assez percutant sur la question de l'action climatique. Et c'est ça d'ailleurs, en fait, ça fait partie de ce que je voulais évoquer, ce que en fait j'ai évoqué en détail demain. Ça fait partie de ce qui nous a amené à réfléchir sur comment dans le fond, on n'avait pas de divergence, mais c'est dans la forme que on n'a pas réussi à trouver un compromis, donc dans la forme de communiquer finalement notre rôle. Donc ça, au moins au niveau du conseil consultatif, ça le garantit. L'élément où nous sommes coincés par le financement, c'est que nos ressources d'appui, parce que nous sommes 13, donc en ayant d'autres tâches, nos ressources d'appui viennent du financement gouvernemental. La manière dont on a essayé de garantir l'indépendance, c'est que ce financement gouvernemental est transféré à une université et c'est l'université qui recrute le personnel. Donc, à part le secrétariat, donc où c'est quelqu'un de la fonction publique qui est détaché, lorsque nos professionnels de recherche qui travaillent avec nous, le financement est transféré à une université et c'est l'université qui recrute les professionnels de recherche. Donc, du coup, ils ne sont plus liés du tout contractuellement au gouvernement. Donc, c'est ce qu'on a trouvé aussi pour en tout cas contribuer à garantir leur indépendance. Donc, je pense qu'au niveau du comité, on a la ressource financière, ça c'est clair, mais pour le reste, on est indépendant. Au niveau de notre pratique professionnelle, c'est certain. C'est certain que notre efficacité, notre impact vient du financement. Moi, je les vois de deux manières dans ma pratique et la différence qu'on a. On a les fonds de recherche, donc mettons Fonds de recherche du Québec ou le CRSH. L'indépendance est garantie. La seule chose, c'est le montant de financement qui est apporté. L'indépendance est garantie. Par contre, lorsque les financements viennent directement des ministères, là, oui, là, on a un problème. Donc, les organismes de bassin versant, mettons,
stratégie québécoise de l'eau, le financement, moi j'étais sur un projet comme ça, venait du ministère de l'Environnement. Là, ça pose problème. Mais les FRQ actuellement, je vais essayer d'être court quand même. Les FRQ actuellement, ils ont des actions concertées entre FRQ et ministère. Des FRQ fait tampon. Donc les ministères veulent intervenir, mais c'est les FRQ qui s'assurent qu'on a une indépendance des chercheurs. Donc, mais oui, ouais, il y a des agendas, c'est ça, dans le ministère. Bonjour, Raphaël Barry. Je me demandais s'il y avait quand même une forme de veille sur, par exemple, parce qu'au Québec, on n'est pas le seul État, en fait, d'avoir une forme de comité consultatif sur les changements climatiques. Je me demandais un peu les meilleures pratiques, particulièrement en Europe, tout ce qui était aussi là, comme des initiatives un peu plus de lien avec la population. Donc, par exemple, il y avait tout ce qui était les conventions citoyennes sur le climat qui étaient en France. Il y en a eu également au Royaume-Uni. Aussi dans le pays nordique, je me demandais s'il y avait comme une forme de... Je ne sais pas s'il y a une limite du mandat sur vraiment un peu plus les sciences dures, en fait, pour le comité consultatif, ou si effectivement le côté social et politique fait partie de la portée des recommandations. Donc, à partir du moment où la décision devient politique, je pense c'est dit quelque part sur une des... Bon, ça a sauté, c'est pas grave. En fait, clairement, on n'est pas dedans, en fait. Donc, la partie je vais dire, de mobilisation citoyenne et d'animation citoyenne, on l'a sorti de notre mandat. Par contre, c'est pas seulement la science dure, parce que, mettons, suggérer, parce qu'on fait des recommandations. Lorsqu'on fait une recommandation, on essaye de coller quand même à notre environnement pour voir finalement jusqu'à quel point il y a d'autres choses à faire par rapport à la recommandation. Donc, ça ne réduit pas la recommandation, mais par contre, si on est myope sur l'environnement dans lequel la recommandation est mise, en fait, finalement, elle fait comme tomber dans le vide. Donc, on n'est pas myope là-dessus, mais non, on ne rentre pas sur ces questions. Au niveau du comité, on n'a pas de sociologue, par exemple. Donc, on n'a pas de sociologue, on n'a pas d'anthropologue, on n'a pas. Donc, on a des personnes qui sont sensibles à certaines autres questions, mais on n'en a pas. Et volontairement, nous essayons de ne pas marcher sur les plates-bandes d'organisations qui sont chargées de mobiliser la société québécoise sur la question environnementale, équitaire et autres. Donc, eux, c'est vraiment leur rôle. Donc, on essaye de ne pas le faire. On discute avec eux lorsqu'on produit nos avis pour voir un peu comment ça se passe. Mais volontairement, on a décidé qu'il y ait un mur de séparation finalement entre ceux qui sont sur le terrain pour le type de rencontre dont vous parliez, et puis nous, ce qu'on fait en termes de travail. Et je pense que c'est différent. Je ne sais plus qui en France a conduit, a conduit cela ou au Royaume-Uni, là. Mais le Royaume-Uni aussi, la différence avec les autres comités, eux, ils sont semi-prescriptifs, là, alors que nous ne sommes que consultatifs. Mettons pour les budgets carbone et autres, lorsqu'ils font lorsqu'ils font des propositions, c'est pratiquement des prescriptions, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais bon. Non, mais bref, on n'est pas seulement science dure, mais on essaie de ne pas être dans la mobilisation des citoyennes. Oui, peut-être une dernière question. Merci beaucoup pour la présentation. C'est très éclairant. Liliane Adrias de l'Institut EDS. Par rapport justement à cette relation avec les citoyens, parce que je pense que si vous l'avez mis récemment, donc
la loupe, c'est parce que c'est un enjeu important. Et il y a comme ce triangle entre sciences, décideurs et société, citoyens qui est gagnant. Je voulais savoir si dans l'étude que vous avez faite, qui a été faite par l'ENAP, vous avez pris en compte le niveau de connaissance des citoyens par rapport au comité. Est-ce que c'est connu? Est-ce que les gens savent que ça existe? Est-ce qu'il y a un effort à faire par rapport à ça? Juste le mettre plus clairement comme un référent pour que les gens attendent ces avis, s'informent, viennent vers vous. Ouais. Voilà. Nous avons été très, très mauvais là-dessus pendant 3-4 ans, mais nous pensons que nous nous améliorons. Et donc, l'actualité récente, en fait, qui nous a vraiment mis de l'avant-plan, c'est l'avis carboneutralité. Parce qu'on avait fini notre processus de réorganisation lorsqu'on a produit cet avis sur la carboneutralité et nos stratégies étaient prêtes. Avant la décision gouvernementale, toutes nos versions de réactions possibles étaient prêtes, qui faisaient qu'on pouvait réagir dès le lendemain. Parce qu'on avait réfléchi à comment on s'organise et on avait une ressource qui nous permettait d'être mobile, d'être souple. Parce qu'à nouveau, les membres du comité, on a tous nos engagements professionnels qui faisaient que écrire 2 pages, ça nous prend 1 semaine, 10 jours, parce qu'il faut que ça passe en nous tous en fonction de nos calendriers. Donc, sans cette souplesse qu'on était allé chercher avec une réorganisation, on ne pouvait pas réagir vite et du coup, on perdait finalement de la visibilité dans la société. Mais qu'on a acquis parce que même avant de produire l'avis sur la carboneutralité, on fait classiquement, on discute avec les journalistes spécialisés, même avant que l'avis ne soit public. Donc, on a une rencontre la veille, comme font les politiciens, de briefage technique et tout, avec les journalistes spécialisés. Donc, on a modifié notre pratique pour nous assurer justement qu'on est plus présent et qu'on est plus crédible. On était crédible par le contenu de nos articles, de nos avis, pardon, mais on l'était moins par la manière dont ça diffusait, en fait. Nous pensons que nous l'avons acquis maintenant. Mais nous devons continuer, là. Mais c'est l'organisation. C'est vraiment... comme je l'ai dit, pendant 3 ans, on était d'une naïveté totale. Et puis, on pensait que c'était juste le contenu qui devait être pertinent. Et puis, naturellement, ça allait percoler. Et puis, non. Non. C'est vraiment... bref. Ben, en fait, on aurait peut-être 2 dernières questions finalement, si on peut Oui, permettre. On va juste prendre une pause un petit peu plus courte. Il y avait une question en ligne de Victorine. De plus en plus, l'interdisciplinarité est mise en avant dans les approches scientifiques. Comment est-ce que vous appréhendez cette exigence dans vos initiatives? Ouais, ça, c'était la partie de demain, mais je vais répondre. Parce que, donc, c'est un défi fondamental. Parce que nos avis sont consensuels. Donc, à la fin, il faut que ça traduise. Donc, moi, je suis économiste. On a des spécialistes du transport. Et nous lisons tous ces avis et à la fin, ils doivent être consensuels. Ça nous a pris, même si nous prétendons tous travailler dans l'interdisciplinarité, dans la pluridisciplinarité, ça nous a pris 1, 2, 3 ans pour nous ajuster sur le plan disciplinaire et pouvoir échanger pour produire des avis consensuels. Donc, c'est un très gros défi parce qu'en plus, il s'ajoute à cela, très souvent, des personnalités fortes. Donc, on se retrouve à la fois dans la question de discipline, de personnalité et même du mode de fonctionnement de ceux qui sont là. À l'université ici, nous savons tous que nous pouvons évoluer de manière indépendante sans véritable structure hiérarchique. Donc, on transpose ces choses dans les comités où vous avez sur 13 personnes, peut-être 10 personnes qui sont dans cette logique. Sauf que là, c'est fini, là. Vous travaillez maintenant en équipe, vous devez être dans l'interdisciplinarité. Et donc, oui, c'est le gros du travail. Et nos premières discussions avec la présidente du conseil en France, dès qu'on a été créé, c'est le premier point qu'elle a amené.
comment vous travaillez dans l'interdisciplinarité et avec des égos différents. C'est ça qui va vous rattraper. Et ça nous a rattrapés. Ah oui, oui. Merci. Donc, on va prendre une dernière question. Merci beaucoup, professeur, pour votre présentation. C'était très, très intéressant. Puis je vais certainement voler quelques graphiques que j'ai vus dans la présentation. Merci. J'ai une question par rapport aux lois du développement durable qu'on a au Québec. Donc, la loi adoptée en 2006, dans le cadre duquel il y a 16 principes que le gouvernement doit d'engager légalement à respecter. Je suis juste curieuse de savoir si parfois vous faites référence à ce cadre dans vos recommandations ou pour soutenir ou justifier davantage vos recommandations ou si vous restez vraiment éloigné de tout ce qui est le cadre légal du développement durable au Québec. Merci. En fait, on n'a jamais pu décider par manque de ressources et de priorités si on travaillait sur cette question des lois, en fait. Je pense qu'il y a 1 an, 2, on a fait une sorte de bilan de l'action climatique au Québec, mais on n'a pas réussi à aller jusqu'à ce niveau. Et l'autre élément que nous avons eu, c'est que dans l'environnement institutionnel, on a un commissaire au développement durable aussi, en fait. Donc, nous avons pensé que c'est plus dans son mandat, donc le mandat de la commissaire au développement durable que dans d'autres mandats. Du coup, nous ne sommes pas allés vers là. Par contre, lorsqu'on produit un avis qui implique des modifications en termes de loi, nous prenons soin de l'indiquer, mais le point des lois, on considère que c'est plus commissaire ou la commissaire au développement durable qui est chargée de cette partie-là. Donc, merci beaucoup, M. Tamini. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Je préfère vous mentionner, en fait, qu'il y a 2 autres membres de l'Institut EDS et de l'Université Laval qui siègent sur le comité consultatif. Il y a Evelyne Tifo de la FFGG ici, la faculté, puis Valériane Champagne-Saint-Alpha. C'est ça. Qu'on connaît bien à l'Institut avec tout le volet de marketing environnemental, communication climatique. C'est ça. Et c'est Valériane qui a été la première à nous amener, bon, en plus des économistes, la partie sciences sociales là, avec le marketing et qui nous aide beaucoup justement en termes de communication et s'assure que la manière dont nous communiquons est efficace en fait. Oui, super. Puis qui percole aussi pour les citoyens. C'est ça. Puis, voilà, c'est ça. Donc, merci beaucoup.